Enfin, nous voici à Saül, au cœur de la Guyane. Cela fait de nombreux mois que nous préparons cette expédition et nous avons connu beaucoup de contretemps et d'incertitudes. Arriver jusqu'ici est déjà toute une aventure. Air Guyane, plongé dans des difficultés matérielles et financières, n'assure la liaison sur Saül que de façon très épisodique. 2 semaines avant notre départ, nous devons changer notre projet. La piste que nous comptions emprunter pour mettre en place nos 500 kg de matériel est complètement défoncée. Elle a été rendue impraticable par le passage d'engins en provenance des chantiers d'orpaillage de la Mana. En 3 semaines, nous descendrons la rivière Limonade, puis remonterons la Crique-Saille aussi loin que nous pourrons avant de rebrousser chemin. Sur le trajet du retour, nous quitterons la rivière pour atteindre Ninselberg. C'est une colline dénudée dont le sommet dégagé est composé d'affleurements granitiques. Ensuite, nous rentrerons à Saül. Tout près de notre campement de Carbet-Max, nous entendons une troupe de cochons-bois, des pécaris à lèvres blanches. Nous nous en approchons très près pour les filmer. Tous les jours, nous levons notre camp tôt le matin pour n'arrêter notre navigation qu'en début d'après-midi. Nous descendons la crique Limonade à la pagaie. Il nous faudra 4 jours pour atteindre la rivière Rinini. Il nous faut alors préparer notre campement pour la nuit, décharger le matériel, tendre les bâches individuelles, faire le feu et la cuisine. Voici Soloutre, un de mes camps préférés situé sur un îlot au milieu de la rivière. Le lendemain, au petit matin, après avoir descendu les bateaux en bas du seau, nous les rechargeons pour un nouveau départ et une nouvelle journée de navigation. Notre navigation sera ponctuée par des rapides dont beaucoup devront être franchis à la cordelle, des passages calmes où nous pourrons apprécier le paysage, des arbres couchés au travers de la rivière, on appelle cela des chablis. Il nous faudra donc les tronçonner ou alors passer les bateaux par-dessus. En passant sous les branches, nous dérangeons un nid de guêpes. Martine subit une dizaine de piqûres, et moi quelques-unes. Nous sautons vite à l'eau et poussons le bateau hors de portée des agresseurs. D'accord, et tu là-bas. Ok, maintenant tu retiens. Et tu te mets sur le côté.
Nous voici à Sokasik. Yvan profite de cette étape pour effectuer une réparation de fortune sur un de nos canaux qui prend l'eau. Aujourd'hui, nous mettrons les moteurs, remonter l'Ignini et une partie de la Kriegsaille. Vers midi, nous nous arrêtons pour pique-niquer. Après notre frugal repas, nous cachons les moteurs et un peu de matériel inutile pour la remontée entre les racines d'un arbre. Nous prenons soin de tout recouvrir de feuilles pour que ce soit invisible. En fait, il y a peu de chances que quelqu'un passe par là. Mais mieux vaut être prudent. Notre première rencontre sur cette rivière sauvage sera une petite loutre que nous apercevrons furtivement. Ensuite, nous débusquerons une famille de cabillailles, les plus gros rongeurs au monde. Ici, une mère et son petit. Ce soir, notre campement est envahi de petits moucherons, inoffensifs mais agaçants. Ils nous arrivent même d'en avaler. Nous baptisons ce camp Carbe Moucheron. Après le traditionnel tiponche, nous aurons le loisir d'admirer une superbe anguille électrique qui fait des ronds dans l'eau devant notre rocher. Ses décharges atteignent 600 volts. À saut 1 mètre, Martine pêche un superbe aïmara. Sans perdre de temps, Yvan le découpe, les vide et le prépare pour le boucaner. C'est la méthode que l'on utilise en forêt pour conserver viandes et poissons. Nous croisons souvent des hérons, comme ce buteur Mirasol. Ils ont la particularité de s'envoler à l'approche de nos canots pour se reposer quelques dizaines de mètres plus loin, puis de se renvoler à nouveau, et ainsi de suite. Voici des chauves-souris. Elles s'accrochent au tronc ou au rocher et s'enfuient à notre passage. Nous passons un long moment à observer cet aigle pêcheur. Il vient de capturer une proie
et refuse absolument de s'éloigner de la touffe d'herbe dans laquelle il l'a déposé. Depuis le début de notre voyage, nous avons vu peu de singes. Voici des coatas, que l'on appelle aussi attelles ou singes araignées. Curieux et vindicatifs, ils ne supportent aucune présence étrangère sur leur territoire. Et quand des intrus se présentent, ils les bombardent avec des branches. Nous arrivons à un petit rapide, marqué saut 30 cm sur la carte. Nous l'appellerons Tissot, abréviation locale de Petit Saut. Ce sera un de nos plus beaux campements. Au cours de nos nombreuses sorties de nuit, nous avons pu approcher de très près des caïmans peu farouches, et aussi débusquer d'autres animaux, comme ici, cette mygale arboricole dans son nid. Cela bouge beaucoup dans le feuillage devant nous. Nous sommes en présence de deux groupes de singes. Nous avons ici des capucins et des saïmiris. Il est rare de voir des termites circuler à l'air libre, car elles craignent la lumière et construisent des tunnels pour s'en protéger. Le coral soleil doit son nom aux deux cercles colorés que l'on peut observer sur le dessus de ses ailes. Sur la crique Saï, les animaux n'ont pas l'habitude de voir des êtres humains, ce qui les rend peu farouches et nous permet de les approcher de façon exceptionnelle. De retour à son 1 mètre, Yvan attire très près cette maman caïman en imitant les appels d'un petit en détresse. Après cette scène touchante, nous appellerons cet endroit Somama Caïman. Au cours de notre navigation, nous rencontrerons également quelques ibis verts. Dans le bas de la crique Saï, nous découvrons cette clairière immense à la végétation rase. Un endroit rêvé pour une dépose en hélicoptère. Nous récupérons le matériel caché et nous continuons notre navigation, moitié au moteur et moitié à la pagaie. Il faut un œil exercé
pour observer cette iguane au milieu des feuilles. Il manque une petite cuillère. Ça, c'est pas lourd. C'est pas pas dire. De retour à Pacagil, nous assistons à un impressionnant défilé de chenilles processionnaires. Pendant ce temps, Marc est parti seul en forêt et nous ramène ces superbes images de singes araignées. Regardez bien, voici comment on fait tomber une branche sur les intrus. Oh putain, ça devient dur là. Tout près du camp, nous trouvons ce petit serpent de la famille des couleuvres. Derrière la tête, je pense que tu veux là. Cette araignée appelée Terraphosa est la plus grande du monde. Son envergure peut atteindre la taille d'une assiette. Aujourd'hui, nous laisserons les bateaux. Et, sac au dos, nous partirons à pied à travers la forêt pour rejoindre un Inselberg. Allez, Christian.
Nous passons d'abord un petit monticule, puis atteignons notre but. Nous sommes surpris et émerveillés par cet immense espace dégagé qui surplombe la forêt. Voici notre campement au pied de l'Inselberg. Nous y resterons 3 jours. Et tous les soirs, quand la température a un peu baissé, nous monterons faire des observations et tenterons d'assister à un coucher de soleil. Un important troupeau de pécaris a élu domicile dans les taillis du sommet. Ils sont maigres et tellement affamés qu'ils ne prêtent qu'une attention relative à notre présence. Yvan arrive même à en attraper un par la patte. Tous les matins, nous partons en exploration autour de notre caillou. Ici, nous trouvons des parois rocheuses. Nous traversons une zone marécageuse appelée pinotière, du nom d'un arbre qui y pousse, le palmier pinot, d'où l'on tire le cœur de palmier. Ce petit serpent inoffensif, un coulebridé, est un peu nerveux. Oh la vache! Il faut reconnaître que nous ne l'avons passablement embêté. Sur l'Inselberg, nous trouvons de la vanille sauvage, dont voici la fleur. Ce soir, nous nous arrêtons devant un bouquet d'arbres pour filmer ce magnifique vautour pape. À peine avons-nous fait quelques mètres dans le bosquet, nous trouvons une patte, puis une demi-carcasse de pécari. Apparemment, les restes du repas d'un jaguar. Et si l'on en croit par ce demi-serpent qui bouge encore, il était là 10 minutes auparavant. Et on ne doit pas être loin là. Non. On l'a dérangé dans le casse-croûte. Lors de nos balades sur le rocher, nous avons trouvé d'autres traces du félin. C'est pour cela que nous l'avons baptisé la colline du jaguar.
Cette femelle engoulevent essaye de nous attirer loin de son petit, en faisant mine d'être blessée. Voici sa progéniture. Il faut être très attentif pour la discerner tant son camouflage est parfait. Les engoulevents nichent et pondent à même le rocher. Lors d'une sortie de nuit, nous pouvons observer ces deux mygales, ainsi qu'un jeune engoulevent et qu'un beau spécimen de rainette spécifique des Inselberg. Après 3 jours passés autour de la colline du Jaguar, nous levons notre camp. Reprenons nos sacs à dos pour retourner à nos canots laissés à la rivière. Au détour d'un virage, nous surprenons ce magnifique tapir qui nage vers nos canots. Lorsqu'il nous voit, il fait demi-tour et nous le suivrons quelques dizaines de mètres avant qu'il ne s'enfuit dans la forêt. Ce soir, chasse et pêche de nuit. Nous ramènerons un pack, ce gros rongeur local, et de nombreux aimaras. Une anguille électrique est venue se prendre sur nos lignes. Nous attendrons le lendemain pour la décrocher. Juste au-dessus de notre camp de Carbet-Max, un couple de petits perroquets, appelé Madame Paillet, a élu domicile dans le trou d'un arbre. En passant sous les branches, nous avons récupéré ce passager clandestin.
Un phasme qui ressemble fort à une brindille. Ce soir, dernière nuit en forêt. Et demain, dernier jour de navigation. Ce n'est pas la journée la plus facile, car la rivière a baissé. Il y aura beaucoup de portages et d'endroits où il faudra pousser et tirer les bateaux. Nous voici arrivés. La fille d'Yvan est venue nous attendre avec le quad pour ramener le matériel. À Saül, nous apprenons que l'avion prévu pour notre retour sur Cayenne est en panne et que nous devons attendre le lendemain pour partir avec un hélicoptère.